Une pauvre vieille dame est humiliée dans un hôpital, mais lorsqu'elle dit le nom de sa famille, tout le monde regrette amèrement. Madame Colette Dufresne franchit lentement les portes vitrées du service des urgences de l'hôpital Saint-Louis, son souffle court et une douleur sourde irradiant dans sa poitrine. La salle d'attente est bondée, saturée de conversations basses, de soupirs impatients et de bruits métalliques de brancards que l'on pousse sans ménagement. Elle avance d'un pas hésitant, sa main ridée serrant la lanière usée de son vieux sac en cuir, avant de s'arrêter devant l'accueil. Derrière le comptoir, une jeune réceptionniste tapote mécaniquement sur son clavier, à peine levé, les yeux vers Colette. Son regard glisse sur le manteau délavé de l'octogénaire, sur ses chaussures aux semelles usées, puis retourne à l'écran d'un air détaché. « Bonjour, excusez-moi », commence Colette d'une voix faible. « Non », coupe la réceptionniste d'un ton sec. « Dufresne, Colette Dufresne. » Date de naissance ? Colette lui donne l'information, puis ajoute en grimaçant « J'ai des douleurs. Ici, au niveau de la poitrine. C'est oppressant. » La réceptionniste lève enfin les yeux, mais son expression est celle de l'agacement. « Vous respirez encore, non? Alors ce n'est pas si grave. » Colette reste interdite face à une telle indifférence. Elle serre les poings, tentant de garder son calme. « Je crois que c'est sérieux. J'ai du mal à... Il y a des cas plus urgents, madame. Prenez un siège et attendez. » Le ton est froid, expéditif. Colette ouvre la bouche pour protester, mais déjà la réceptionniste détourne son attention vers un autre patient, comme si elle n'existait plus. Elle se retourne lentement vers la salle d'attente et cherche une place parmi les nombreuses personnes présentes. Il y a des jeunes, des adultes, des enfants pleurnichant dans les bras de leurs parents, mais personne ne semble prêter attention à elle. Son cœur bat fort, plus par angoisse que par douleur. Elle s'assoit sur une chaise en plastique, mains jointes sur son sac, essayant de calmer son malaise. Les minutes passent, se transforment en heures. Colette voit arriver des patients après elle qui sont rapidement pris en charge. Un homme avec une plaie au bras, une femme se tenant le ventre en pleurant, un adolescent pâle qu'un médecin appelle aussitôt. Mais elle reste là, invisible. À plusieurs reprises, elle tente de capter l'attention de la réceptionniste, mais cette dernière fait semblant de ne pas la voir. À un moment, Colette se lève et revient au comptoir. « Excusez-moi, mais cela fait déjà 2 heures. » La jeune femme souffle bruyamment, lève les yeux au ciel et attrape son dossier. « Madame, vous ne comprenez pas? Il y a d'autres patients avant vous. Si vous êtes capable de parler et de marcher, c'est que ce n'est pas une urgence vitale. » Colette sent son visage s'empourprer, non pas de colère, mais d'humiliation. Ses jambes tremblent légèrement sous elle. Elle voudrait dire quelque chose, protester, mais elle sait que cela ne servira à rien. Elle retourne lentement à sa place, fixant ses mains, la mâchoire crispée. Autour d'elle, quelques patients l'ont entendue et échangent des regards entendus. Une femme murmure à son voisin. Toujours les mêmes. Ils viennent ici pour rien et ralentissent les vraies urgences. Un homme ricane. Ces vieux pensent que l'hôpital est un club de retraite. Colette ferme les yeux, inspirant profondément. L'injustice de la situation lui serre la gorge. Mais que peut-elle faire? Elle n'est qu'une vieille dame aux vêtements usés, un corps fragile qu'on traite comme un fardeau. Alors elle attend, silencieuse. Les heures s'étirent comme une lente torture. Colette, toujours assise sur sa chaise inconfortable, sent son corps s'alourdir de fatigue et de douleur. Elle a essayé de changer de position, de calmer les battements erratiques de son cœur, mais rien n'y fait. Chaque minute qui passe renforce son malaise. Son souffle est court, ses mains moites. Elle sait, au fond d'elle, que quelque chose ne va pas. Soudain, son nom est appelé d'une voix lasse. « Dufresne, Colette !» Elle se lève tant bien que mal, s'appuyant sur l'accoudoir de la chaise pour ne pas vaciller. Une infirmière brune, la quarantaine, une expression fatiguée et agacée sur le visage, lui fait signe d'approcher. « Venez, suivez-moi. » Le ton est dénué de toute chaleur. Colette avance lentement, traversant un couloir blafard où l'odeur d'antiseptique lui pique les narines. L'infirmière ne prend même pas la peine de ralentir pour l'attendre. Lorsqu'elles arrivent devant une petite salle de consultation, elle ouvre la porte sans un regard pour la vieille dame. « Entrez et asseyez-vous là », dit-elle sèchement. Colette s'exécute, essayant d'ignorer la désagréable impression d'être une nuisance. Peu après, un médecin entre dans la pièce. Un homme d'une 50aine d'années, les cheveux poivre et sel, vêtu d'une blouse blanche impeccable.
Il ne lui accorde qu'un bref regard avant de s'installer devant son ordinateur. « Qu'est-ce qui vous amène ?» demande-t-il sans même tourner la tête vers elle. « J'ai une douleur dans la poitrine, docteur, oppressante, depuis plusieurs heures. » Il tape quelque chose sur son clavier, hochant légèrement la tête comme s'il n'écoutait qu'à moitié. « Vous avez des antécédents cardiaques ?»« Non, mais mon cœur bat vite, et j'ai l'impression que... » Il lève, une main pour l'interrompre. « Respirez normalement. » Elle obéit malgré la gêne. Le médecin pose un stéthoscope sur sa poitrine pendant quelques secondes, avant de l'ôter avec un soupir. Ça ressemble à une crise d'angoisse. « Vous êtes stressé ?» Colette écarquille les yeux. « Non, ce n'est pas ça, je vous assure. J'ai déjà eu du stress, mais jamais une douleur pareille. » Il esquisse un petit sourire condescendant, se renversant contre son siège. « Vous savez, à votre âge, le corps nous joue des tours. Beaucoup de personnes âgées confondent une simple anxiété avec quelque chose de grave. Mais docteur, c'est différent cette fois. Tout le monde pense être au bord de la mort, coupe-t-il avec un petit rire. Colette sent son estomac se nouer. Elle est venue ici pour de l'aide, pour être écoutée, et voilà qu'on se moque d'elle. Son regard glisse vers l'infirmière, qui reste impassible, les bras croisés. « Je vais vous prescrire un léger sédatif. Vous devriez vous reposer, boire une tisane, essayer de vous détendre. Il n'y a rien d'alarmant. » Il écrit rapidement une ordonnance et la tend à l'infirmière, avant de se lever. « Allez, reconduisez-la à l'accueil. » Colette reste figée quelques secondes, incapable de croire ce qui est en train de se passer. Son cœur bat à toute allure, mais pas uniquement à cause de la douleur. C'est la honte, l'humiliation, la frustration qui l'envahissent. L'infirmière lui fait un signe impatient. « Venez, madame. » Elle la suit, le pas lent et le regard baissé. Lorsqu'elles atteignent la réception, l'infirmière tend le papier à la réceptionniste avant de s'éloigner sans un mot. Les regards se posent sur elle. Certains patients l'observent avec amusement, d'autres avec une pointe de mépris. Elle entend même un murmure moqueur. Encore une vieille qui croit qu'elle va mourir pour un simple mal de tête. Le rouge lui monte aux joues. Elle voudrait disparaître. Mais elle ne peut rien faire, si ce n'est ravaler sa dignité et quitter cet endroit qu'il a traité comme un fardeau inutile. Colette reste un instant figée devant le comptoir d'accueil, ses jambes tremblantes sous le poids de l'humiliation. Elle voudrait protester, dire qu'elle ne se sent pas bien, que cette douleur n'est pas une simple crise d'angoisse, mais l'expression figée de la réceptionniste lui ôte toute envie de parler. La jeune femme prend l'ordonnance du médecin, la regarde rapidement puis lève un sourcil. « Un sédatif. »« Voilà, » dit-elle en tendant le papier à Colette d'un geste désinvolte. La vieille dame ne bouge pas. Son cœur bat trop vite. Son souffle est court. Son corps entier lui envoie des signaux d'alerte, mais personne ne semble s'en soucier. Elle serre l'ordonnance entre ses doigts, frêle, et tente une dernière fois d'expliquer. « Je ne me sens vraiment pas bien. J'ai une douleur qui... » La réceptionniste pousse un soupir agacé. « Madame, le médecin vous a vu, il a dit que ce n'était rien. Vous ne voulez pas non plus qu'on vous roule un tapis rouge ?» Quelques rires étouffés s'élèvent dans la salle d'attente. Colette tourne la tête et aperçoit certains patients qui la regardent avec ce mélange de moquerie et d'exaspération. « Ils exagèrent, ces vieux », murmure un homme à sa voisine. « Ils pensent qu'on doit leur donner la priorité juste parce qu'ils ont mal quelque part. Ils n'ont rien d'autre à faire, renchérit une femme. Ils viennent occuper les urgences pour un simple malaise. » Colette sent une brûlure lui monter aux yeux. Elle inspire profondément et essaie de ne pas laisser l'humiliation la submerger. Toute sa vie, elle a été une femme digne, une femme forte. Mais à cet instant, elle a l'impression d'être réduite à une ombre, un fardeau que personne ne veut porter. Elle tente une dernière fois. Y aurait-il un autre médecin que je pourrais voir? Quelqu'un qui pourrait... Sans argent, pas de consultation, coupe la réceptionniste avec un sourire en coin. Colette la fixe, abasourdie. Elle n'a jamais été traitée de la sorte. Jamais on ne lui avait parlé avec un tel mépris. Si seulement ces gens savaient. Mais elle est fatiguée. Trop fatiguée pour se battre. Alors elle recule lentement et va s'asseoir sur l'un des bancs de la salle d'attente. Son corps est lourd, ses paupières aussi. Elle pose une main sur sa poitrine, tentant d'apaiser cette douleur persistante qui, loin de disparaître, semble s'intensifier. Elle ferme les yeux quelques secondes, essayant de se concentrer sur sa respiration. Peut-être ont-ils raison. Peut-être que ce n'est rien, juste un moment de faiblesse passager. Mais quelque chose au fond d'elle lui murmure que ce n'est pas le cas.
Le temps semble s'étirer interminablement. Colette, recroquevillée sur son banc, sent son corps s'alourdir de plus en plus. Chaque respiration est un effort, chaque battement de son cœur une douleur sourde qui résonne dans sa poitrine. Autour d'elle, la salle d'attente continue de bruire d'une activité indifférente. Des allées et venues de patients, des conversations monotones, des soupirs d'impatience. Mais personne ne la regarde. Soudain, une décharge de douleur fulgurante traverse son torse. Une sensation brûlante, écrasante, comme si une main invisible comprimait son cœur. Son souffle se coupe, sa vision se brouille. Elle tente de se redresser, mais ses forces l'abandonnent. Son sac glisse de ses mains et s'écrase au sol dans un bruit mat. Puis, tout bascule. Son corps s'affaisse, glissant du banc en un, mouvement lent et irréel. Sa tête heurte légèrement le carrelage froid. Autour d'elle, un silence pesant s'installe, suivi de quelques exclamations surprises. « Ah mon Dieu, elle est tombée !»« C'est encore cette vieille dame ? Elle exagère, elle fait une crise juste pour qu'on s'occupe d'elle. » La réceptionniste lève les yeux de son écran et, voyant Colette allongée sur le sol, laisse échapper un soupir exaspéré. Elle fait signe à une infirmière qui passe. « Elle s'est évanouie ?» demande cette dernière d'un ton blasé. « Apparemment, va chercher une chaise roulante, ou pas. Tant qu'elle ne bloque pas le passage. » L'infirmière s'approche sans précipitation, mais avant qu'elle ne puisse toucher Colette, une autre voix s'élève, nette et pressante. « Ne la touchez pas !» Une jeune femme en blouse blanche s'avance d'un pas rapide. Ses cheveux blonds sont attachés en un chignon serré, et son regard vif et perçant balaye la scène avec autorité. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande-t-elle d'une voix ferme. « Oh, vous savez comment sont les personnes âgées » répond la réceptionniste en haussant les épaules. « Elle a fait tout un drame depuis ce matin, et maintenant elle s'est mise à terre. » Mais la jeune femme ne l'écoute plus. Elle s'est agenouillée auprès de Colette et pose immédiatement 2 doigts sur son cou, cherchant son pouls. À peine quelques secondes plus tard, son visage se fige. Son rythme cardiaque est irrégulier. Elle est en détresse. Son regard se relève vivement vers les infirmières et le personnel qui l'observe sans réagir. Pourquoi elle n'a pas été prise en charge plus tôt? Personne ne répond. Une gêne palpable s'installe. Amenez un brancard, immédiatement. Un silence lourd flotte dans l'air. La réceptionniste échange un regard avec l'une des infirmières, hésitante. La tension est presque visible. « J'ai dit maintenant », tonne la jeune femme. Cette fois, l'ordre claque, comme un fouet. Enfin, une infirmière se précipite et revient en courant avec un brancard. La jeune femme se penche à l'oreille de Colette, dont la respiration est sifflante et erratique. « Madame, tenez bon, on va s'occuper de vous. » D'un effort immense, Colette entr'ouvre les lèvres. Sa voix est à peine un souffle, mais ce qu'elle dit fait instantanément frémir la jeune femme. « Prévenez ma famille, dites-leur que je suis Colette Dufresne. » Le nom flotte un instant dans l'air, avant que l'impact ne se propage comme une onde de choc. Derrière elle, la réceptionniste devient livide. L'infirmière suspend son geste. Un patient qui avait ricané quelques instants plus tôt ouvre grand les yeux, et dans le couloir, un médecin qui passait par là s'arrête net comme frappé par la foudre. Dufresne. Ce nom, ils le connaissent tous. Le nom résonne dans l'air comme une détonation. Dufresne. Un silence pesant s'abat sur la salle d'attente. Tous ceux qui, quelques secondes auparavant, méprisaient cette vieille dame avec indifférence ou moquerie, affichent à présent une expression d'incrédulité et de malaise. La réceptionniste, qui jusqu'à maintenant traitait Colette comme une mendiante venue quémander de l'attention, devient blême. Ses doigts se crispent sur son clavier et elle déglutit bruyamment. L'infirmière qui la regardait de haut fait un pas en arrière, comme si elle venait de commettre une faute irréparable. Le médecin qui l'avait diagnostiquée avec désinvolture se fige sur place. Son visage se ferme, sa respiration se bloque. Il répète, comme s'il n'arrivait pas à y croire, « Dufresne, vous avez bien dit Colette Dufresne ?» La jeune femme en blouse blanche, celle qui a immédiatement compris la gravité de l'état de Colette, tourne la tête vers le médecin, les sourcils froncés. « Oui, et alors ?» Le médecin pâlit encore plus, son arrogance habituelle s'effondrant en un éclair. « Ce n'est pas possible. » Un murmure parcourt la salle. Certains patients, qui n'avaient pas prêté attention à la scène jusque-là, se redressent sur leur siège. L'un d'eux chuchote à son voisin « Attends, Dufresne comme la famille Dufresne. » L'autre acquiesce l'air incrédule.
Oui, celle qui possède des cliniques, qui finance des hôpitaux, qui est liée aux plus grandes figures politiques du pays. Le silence se transforme en tension palpable. Ils l'ont tous jugée sur son apparence. Ils ont vu une vieille femme vêtue simplement, avec un sac usé et un regard fatigué, et ont supposé qu'elle n'était personne. Ils n'ont pas pris une seconde pour se demander qui elle était réellement. Et maintenant, ils réalisent leur erreur. Appelez immédiatement un cardiologue, ordonne la jeune médecin qui s'occupe de Colette. Mais personne ne bouge. Tous semblent paralysés par la révélation. Le médecin qui l'avait ridiculisé quelques minutes plus tôt est le premier à réagir. Il s'avance précipitamment vers la vieille dame allongée sur le brancard, la voix tremblante d'un mélange de stress et de culpabilité. « Madame Dufresne, je suis désolé. Nous allons nous occuper de vous immédiatement. » Son ton est méconnaissable. L'assurance condescendante qu'il avait plus tôt a disparu. Il est passé d'un homme suffisant à un médecin terrifié. Colette, bien que faible, perçoit le changement d'attitude autour d'elle. Elle ouvre légèrement les paupières et croise le regard paniqué du médecin. Son expression ne montre ni colère ni triomphe. Juste une fatigue immense. « Vous ne m'avez pas écouté » murmure-t-elle faiblement. Le médecin hoche frénétiquement la tête. « Je vais arranger ça tout de suite. » La réceptionniste, qui avait ignoré ses souffrances et laissé passer des patients avant elle, semble au bord des larmes. Elle ne cesse de se répéter dans un murmure horrifié. « Mon Dieu, je l'ai fait attendre. Je lui ai dit qu'elle devait payer. » Elle serre ses mains contre sa bouche, tremblante. L'infirmière, qui l'avait traitée avec froideur, s'avance d'un pas mal assuré et prend la main de Colette avec une douceur qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Madame, nous allons prendre soin de vous maintenant. Tout va bien se passer. » Mais Colette ne répond pas. Elle ferme doucement les yeux, l'épuisement est trop fort. La jeune médecin blonde lève les yeux vers les autres avec un regard chargé de reproches. « Allez-vous enfin faire votre travail ?» Son ton claque, brisant définitivement l'inertie générale. Le personnel hospitalier se met enfin en mouvement. On pousse précipitamment le brancard vers une salle d'examen. Un électrocardiogramme est immédiatement demandé et un appel est lancé au service de cardiologie. La panique s'installe, car tout le monde sait que lorsque la famille Dufresne apprendra ce qui s'est passé, les conséquences seront terribles. Le chaos s'installe dans les couloirs de l'hôpital. Dès que le nom Dufresne a été prononcé, une onde de choc a balayé chaque membre du personnel, balayant le mépris et l'indifférence d'un instant plus tôt. Le médecin qui l'avait humilié court désormais à ses côtés, tentant de masquer sa panique sous un faux professionnalisme. L'infirmière qui lui avait tourné le dos quelques minutes auparavant ajuste précipitamment une perfusion, les mains tremblantes. La réceptionniste, elle, reste figée derrière son comptoir, le regard vide, réalisant avec horreur l'ampleur de son erreur. Dans une salle d'examen, Colette est allongée sur un lit médicalisé. Son état est critique, son cœur bat irrégulièrement, sa respiration est saccadée. Elle entend des voix, des ordres qui fusent, mais tout lui semble lointain, comme si elle flottait hors de son propre corps. « Tension en chute », annonce une infirmière. Elle doit être stabilisée avant qu'on la transfère en soins. « Intensif », réplique un médecin. L'électrocardiogramme crépite, affichant des valeurs inquiétantes. Un infarctus. Un vrai. Pas une crise d'angoisse, pas un caprice de vieille dame en quête d'attention. Un véritable accident cardiaque qui aurait pu être évité si seulement quelqu'un l'avait écouté dès son arrivée. Un autre médecin entre en trompe dans la pièce. Le chef du service de cardiologie. Son visage est fermé, son regard dur. Il comprend tout en une fraction de seconde. « Qui était en charge de cette patiente ?» demande-t-il d'une voix glaciale. Silence. Tous les regards se tournent vers le docteur Arnaud, celui-là même qui l'avait ridiculisé en prétendant qu'elle faisait une crise d'angoisse. Il pâlit instantanément. Je n'étais pas au courant de son identité. Le chef de service le fusille du regard. Vous aviez besoin de connaître son nom pour faire votre travail correctement ? Arnaud ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. La jeune médecin, drôle et amorelle, celle qui a été la seule à réagir immédiatement, s'approche de lui avec une rage contenue. Vous l'avez laissée attendre pendant des heures, et maintenant, elle est entre la vie et la mort. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Arnaud déglutit, sentant la sueur perler sur son front. Je vais me rattraper. Je vais m'occuper d'elle personnellement. Mais le chef de service secoue la tête.
Vous ne toucherez plus à cette patiente. À cet instant, une nouvelle agitation se fait entendre à l'entrée du service des urgences. Des hommes en costume noir viennent d'arriver. 2, puis 3, puis 5. Tous avancent avec une démarche assurée, balayant du regard les couloirs comme s'ils analysaient une scène de crime. Les gardes du corps des Dufresne. La réceptionniste blêmit encore plus, en voyant un homme d'une quarantaine d'années entrer derrière eux. Grand, imposant, vêtu d'un costume impeccablement taillé, il a ce regard froid et perçant des gens habitués au pouvoir. François Dufresne, fils unique de Colette. Son regard balaye la pièce avec une intensité glaciale. Lorsqu'il aperçoit sa mère sur le lit relié à des machines, le teint livide, il inspire profondément, luttant contre la colère qui monte en lui. « Qui est responsable de ça ?» demande-t-il d'une voix posée, mais d'une froideur tranchante. Un frisson parcourt l'échine du personnel médical. Le silence est total. L'air devient lourd, chargé d'une tension électrique. Le personnel hospitalier, si arrogant quelques heures plus tôt, semble désormais pétrifié. Chacun retient son souffle en voyant François Dufresne poser son regard impitoyable sur la scène. Il s'avance lentement vers le lit où repose sa mère inconsciente, reliée à des machines qui bipent à intervalles réguliers. Son visage, d'habitude impassible, se crispe légèrement en voyant la fragilité de Colette. L'héritier de l'une des familles les plus influentes de France est un homme de pouvoir habitué à tout contrôler. Mais face à sa mère étendue là, il n'est plus qu'un fils rongé par l'inquiétude. Il inspire profondément, lissant les manches de son costume, un geste qu'il fait toujours avant une confrontation. Puis il tourne enfin son regard vers le personnel réuni autour du lit. Je vais poser une question simple. Sa voix est calme, parfaitement maîtrisée, et c'est précisément ce qui la rend terrifiante. Qui a laissé ma mère attendre, pendant des heures alors qu'elle était en train de faire un infarctus? Un silence absolu s'abat sur la salle. Personne n'ose répondre. La réceptionniste, dont le teint est désormais cadavérique, tente de disparaître derrière son écran d'ordinateur. Elle sait que si son nom est prononcé, sa carrière est finie. Le docteur Arnaud, lui, est figé, le regard rivé au sol. Chaque fibre de son être hurle de trouver une excuse, une justification. Mais il sait qu'aucun mot ne pourra effacer ce qu'il a fait. François balaie la pièce du regard et, voyant que personne ne parle, il s'avance lentement vers la réceptionniste. « Votre nom ?» Elle sursaute violemment et tente un sourire crispé. « Je suis Justine Moreau. Je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas quoi ?» coupe-t-il d'une voix tranchante. « Que cette femme, qui vous a supplié de l'aider, était en détresse, ou que son nom de famille était Dufresne. » Justine ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle sent des larmes monter, mais elle sait que pleurer maintenant ne servira à rien. François n'attend pas de réponse. Il se tourne vers le docteur Arnaud. « Et vous ?» Le médecin sent son estomac se nouer. « Monsieur Dufresne, je reconnais que j'ai sous-estimé la gravité de son état, mais vous l'avez humilié. » Le ton de François est sans appel. Vous l'avez traité comme une idiote. Vous lui avez ri au visage et vous l'avez laissé souffrir. Le docteur Arnaud tente de reprendre contenance. « Je vais faire tout mon possible pour me rattraper. » Vous avez déjà fait assez. À ces mots, la porte s'ouvre brusquement. Un homme vêtu d'un costume gris anthracite entre, suivi de plusieurs autres. Son visage est sévère, son regard aussi perçant que celui de François. Charles Lemoine, l'avocat personnel des Dufresne. Juste derrière lui, un autre homme, en uniforme, pénètre dans la salle. Un inspecteur de la police judiciaire. Le cœur du docteur Arnaud rate un battement. « Ce qui s'est passé ici est extrêmement grave », annonce l'avocat d'un ton professionnel. « Nous avons déjà contacté la direction de l'hôpital. Une enquête interne sera menée et des poursuites judiciaires seront envisagées. » La réceptionniste se liquéfie sur place. Le médecin sent des perles de sueur couler le long de sa tempe. L'infirmière qui a ignoré Colette baisse la tête, les mains tremblantes. Ils comprennent enfin. Ils ne s'en sortiront pas avec deux simples excuses. L'atmosphère devient irrespirable. Chaque membre du personnel sent le poids du regard de François Dufresne sur lui, un regard glacé, calculateur, qui analyse et juge sans un mot de trop. L'avocat Charles Lemoine feuillette déjà des documents sur une tablette, tandis que l'inspecteur de police croise les bras, observant la scène avec une neutralité inquiétante. Puis, une nouvelle vague d'agitation traverse l'hôpital. Des bruits de pas résonnent dans le couloir
suivi par l'entrée précipitée d'un homme plus âgé, cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, vêtu d'un long manteau sombre. Derrière lui, une femme d'une 50aine d'années, au port altier et au tailleur élégant, avance avec une expression de marbre. Ils sont immédiatement reconnaissables. Henri Dufresne, patriarche de la famille et frère de Colette. Claire Dufresne, épouse de François et héritière influente d'un empire financier. Le personnel hospitalier se tend encore plus, comme si leur présence matérialisait soudainement la gravité de la situation. « Où est-elle » demande Henri d'une voix grave, brisant le silence d'un ton qui ne tolère aucune hésitation. François s'écarte légèrement et lui fait signe de s'approcher du lit. Henri ralentit à mesure qu'il aperçoit sa sœur. Une femme d'une force inébranlable qui a toujours veillé sur sa famille, étendue là, faible, vulnérable. Son regard s'adoucit un instant, mais lorsqu'il se redresse, il n'est plus qu'un homme de pouvoir en quête de réponse. « Expliquez-moi ce qui s'est passé. » Le docteur Arnaud ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Il sait que chaque mot qu'il choisira pourra sceller son sort. C'est Léa Morel, la seule médecin qui a réagi à temps, qui prend la parole. Madame Dufresne a été admise aux urgences il y a plusieurs heures pour des douleurs thoraciques. Elle a été laissée en salle d'attente sans prise en charge immédiate. « Pourquoi » coupe Henri, sa voix froide comme la lame d'un couteau. Léa hésite, sachant qu'elle va devoir dire tout haut ce que les autres redoutent. Elle jette un regard appuyé au docteur Arnaud, puis à la réceptionniste avant de finalement répondre « Parce que tout le monde ici l'a jugée sur son apparence. » Un frisson parcourt la salle. Claire, jusqu'alors silencieuse, esquisse un sourire sans joie. « Donc, selon vous, ma belle-mère ne méritait pas d'attention parce qu'elle portait un manteau usé ?» Le silence se prolonge, plus pesant que jamais. « Nous avons fait une erreur », tente d'admettre le docteur Arnaud, transpirant à grosses gouttes. « Mais nous allons… » « Vous avez fait bien plus qu'une erreur », l'interrompt Henri d'un ton sec. Il se tourne vers l'avocat. « Je veux que cet hôpital soit tenu pour responsable. » La phrase tombe comme un coup près. Le moine hoche la tête, déjà prêt à engager des poursuites. Mais avant qu'Henri ou François ne puissent ajouter un mot, une voix faible s'élève du lit. « Henri !» Tous se figent. Colette vient d'ouvrir les yeux. Elle est encore faible, ses traits tirés, mais son regard est clair, lucide. Un silence s'installe, cette fois empreint d'une émotion palpable. Henri se rapproche immédiatement et prend doucement sa main. « Colette, je suis là. » Elle l'observe, puis son regard se pose sur François, sur Claire, sur toute cette agitation autour d'elle. « Arrêtez !» souffle-t-elle. Henri fronce les sourcils. « Tu as failli mourir à cause de leur négligence. On ne peut pas laisser passer ça. » Elle inspire lentement. « Ce que je veux, ce n'est pas une vengeance. » Les Dufresne échangent un regard surpris. François prend la parole, cherchant à comprendre. « Que veux-tu alors ?» Colette ferme les yeux un instant, puis murmure « Que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu. » Un silence plane. Elle vient de poser une exigence que personne n'attendait. Les mots de Colette tombent comme une vague qui balaye toute la tension accumulée dans la pièce. Que personne d'autre ne vive ce qu'elle a vécu. Un instant, le silence est total. Puis lentement, les réactions se font sentir. François fronce légèrement les sourcils. Il voulait une punition. Il voulait voir ses médecins et ses infirmières, qui ont ignoré sa mère, répondre de leurs actes, subir le poids de la justice et du pouvoir. Mais Colette, comme toujours, voit plus loin. Henri serre la mâchoire, son regard oscillant entre sa sœur affaiblie et le personnel hospitalier qui reste figé, sachant qu'ils échappent peut-être au pire. « Maman, tu veux vraiment qu'on laisse passer ça ?» demande François avec une voix maîtrisée, mais où perce une pointe de frustration. Colette tourne lentement la tête vers lui. Non. L'espoir naît dans les yeux de la réceptionniste et du docteur Arnaud, mais il s'éteint aussitôt lorsqu'elle poursuit. « Je veux que quelque chose de bien sorte de tout ça. » François inspire profondément, tentant de contenir la tempête en lui. Il sait que sa mère ne changera pas d'avis. Elle ne cherche pas la revanche, mais une réparation plus grande que la simple punition de quelques individus. Henri, lui, semble lutter contre son instinct de patriarche protecteur. Finalement, il se tourne vers l'avocat. Quelles actions pouvons-nous engager pour faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas? Le moine, qui s'attendait à devoir préparer une plainte dévastatrice, ajuste immédiatement sa posture. Il est possible de contraindre l'hôpital à revoir entièrement son mode de prise en charge des patients.
Des sanctions disciplinaires internes peuvent être demandées et nous pouvons imposer une surveillance accrue du traitement des patients vulnérables. Henri hoche lentement la tête. Alors nous ferons cela. Mais François ne lâche pas l'affaire aussi facilement. Il veut une responsabilité immédiate. Il pose les yeux sur le personnel devant lui. « Et eux ?» demande-t-il en désignant la réceptionniste, le docteur Arnaud et l'infirmière. « Ils devraient juste reprendre leur poste comme si rien ne s'était passé ?» Le docteur Arnaud se raidit. Il comprend qu'il est encore en danger. « Monsieur Dufresne, je sais, commence-t-il. » Mais François lève une main pour l'interrompre. « Non, vous avez eu votre chance de parler et vous l'avez gaspillée. Maintenant, vous écoutez. » Le ton est sans appel. François regarde l'avocat, puis l'inspecteur de police qui n'a pas dit un mot jusqu'ici. « Je veux que ce médecin soit suspendu immédiatement, dans l'attente d'une enquête interne. » Le docteur Arnaud blêmit, mais il sait qu'il n'a aucune échappatoire. « Quant à la réceptionniste, » continue François en se tournant vers Justine Moreau, « elle doit être licenciée sur le champ. » Justine pousse un hoquet. « Non, s'il vous plaît, je ne voulais pas... » Mais François ne l'écoute plus. Il reporte son attention sur l'infirmière, qui baisse les yeux, les joues rouges de honte. « Elle, » dit-il en parlant de l'infirmière, « je veux qu'elle soit formée à un nouveau protocole de prise en charge des patients. » L'infirmière relève les yeux, surprise. Contrairement aux autres, elle a une chance de rattraper ses erreurs. François tourne enfin le regard vers sa mère. « Ça te convient ?» Colette esquisse un maigre sourire. C'est un bon début. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit éprouvante, les Dufresne prennent le contrôle de la situation. L'ordre est tombé comme un coup de tonnerre. Docteur Arnaud suspendu. Justine Moreau licenciée. L'infirmière contrainte à suivre une formation pour apprendre ce qu'elle aurait dû savoir depuis longtemps. Traiter les patients avec dignité. La réceptionniste vacille, son visage livide, ses mains tremblantes. Elle tente une dernière fois de plaider sa cause. « Monsieur Dufresne, je suis désolé, je n'ai pas réalisé. » François ne lui accorde même pas un regard. Pour lui, elle n'existe plus. Justine sent une vague de panique l'envahir. Elle pensait pouvoir s'en tirer avec quelques excuses bien placées. Après tout, elle n'était pas la seule à avoir ignoré cette vieille dame. Mais maintenant, elle comprend ce que cela signifie réellement. Elle va tout perdre. Elle balaye du regard ses collègues, cherchant du soutien, mais personne ne veut se compromettre. Certains infirmiers et médecins, encore en retrait, sont choqués, d'autres soulagés de ne pas être à sa place. « Pitié !» murmure-t-elle dans un dernier espoir. Mais il n'y a pas de pitié pour ce qu'elle a fait. Elle sent son souffle se couper. Elle se souvient de chaque mot méprisant qu'elle a dit à Colette, chaque œillade condescendante, chaque ricanement étouffé lorsqu'elle l'avait laissé attendre pendant des heures. Et maintenant, c'est elle qui est abandonnée. L'avocat s'approche du directeur de l'hôpital, qui vient d'arriver en catastrophe après avoir appris la présence des Dufresne. L'homme, un quinquagénaire au visage crispé, sait qu'il est trop tard pour limiter les dégâts. « Vous avez entendu, monsieur Dufresne, » dit le moine d'une voix neutre mais implacable. « Nous attendons des mesures immédiates. » Le directeur hoche la tête, incapable de dire autre chose que « Bien entendu ». Justine sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle attrape précipitamment ses affaires, le cœur battant à tout rompre, puis quitte le comptoir sous les regards pesants de ses collègues. Certains sont soulagés qu'elle prenne seule la chute, d'autres sont mal à l'aise de voir l'humiliation se retourner contre elle. Mais Justine le sait au fond d'elle. Elle a mérité chaque seconde de ce qui lui arrive. Le docteur Arnaud, lui, est dans un état second. Il a passé des années à construire sa carrière et en l'espace de quelques heures, tout s'effondre. Il veut protester. Il veut se défendre, mais comment justifier l'injustifiable? Il croise le regard de Colette, qui l'observe avec une lueur indescriptible dans les yeux. Elle ne le méprise pas. Elle ne le hait pas. C'est pire encore. Elle le voit simplement comme un homme pitoyable. Et ce regard le hantera bien plus que la perte de son poste. Le scandale éclate en quelques heures à peine. La presse s'empare de l'affaire, relayant l'humiliation qu'a subie Colette Dufresne dans l'un des plus grands hôpitaux de Paris. Le nom Dufresne à lui seul attire l'attention des médias. Mais c'est surtout l'indignation populaire qui transforme ce drame personnel en un débat national. Les gros titres se succèdent. Une femme âgée ignorée aux urgences. La négligence hospitalière en question. Madame Dufresne, laissée pour morte. Une honte pour l'hôpital public. Quand le mépris tue,
Faut-il revoir la prise en charge des patients vulnérables? Les réseaux sociaux s'embrasent. Des milliers de messages dénoncent le traitement des personnes âgées dans les hôpitaux. Certains partagent leurs propres expériences de mépris médical, d'autres réclament des réformes immédiates. Face à l'ampleur de l'affaire, le directeur de l'hôpital Saint-Louis est contraint de prendre des mesures radicales. Le docteur Arnaud est officiellement suspendu et fait l'objet d'une enquête disciplinaire. Justine Moreau, la réceptionniste, est renvoyée sans appel. Des inspections sont lancées dans plusieurs hôpitaux du pays pour évaluer la qualité de l'accueil des patients âgés et vulnérables. L'image de l'hôpital est irrémédiablement ternie. Personne ne veut être associé à une institution qui a laissé une femme de 82 ans souffrir pendant des heures simplement parce qu'elle portait des vêtements usés. Mais ce n'est pas tout. Les Dufresne ne comptent pas se contenter de voir quelques têtes tomber. Ils veulent un vrai changement. Henri et François Dufresne, appuyés par leur avocat, annoncent publiquement le lancement d'un fonds dédié à l'amélioration de la prise en charge des patients vulnérables. Ma mère n'a pas été victime d'un simple accident. Ce qu'elle a vécu, des milliers d'autres le vivent chaque jour. Cela doit cesser, déclare François Dufresne lors d'une conférence de presse. La mobilisation dépasse les attentes. Des figures politiques, des associations et même des médecins s'engagent à soutenir cette initiative. Pendant ce temps, à l'hôpital Saint-Louis, le personnel vit sous une pression énorme. Chaque infirmier, chaque réceptionniste sait qu'un simple faux pas peut maintenant leur coûter leur carrière. La peur a changé de camp. Ceux qui, naguère, se croyaient intouchables, se sentent désormais observés, jugés. Les regards méprisants qu'ils avaient pour leurs patients les plus fragiles leur sont désormais retournés. Ils comprennent enfin que personne n'est à l'abri des conséquences de ces actes. Quelques jours plus tard, Colette Dufresne est enfin hors de danger. Les soins intensifs lui ont permis de se stabiliser et malgré la fatigue qui pèse encore sur son corps, son esprit reste vif, lucide. Dans sa chambre d'hôpital, elle observe le va-et-vient des infirmiers et des médecins. Ils ne sont plus les mêmes. Leur attitude a changé. Ils sont plus attentifs, plus polis, plus prudents, mais Colette sait que ce n'est pas du respect, c'est de la peur. La porte de sa chambre s'ouvre doucement. François entre le premier, suivi de Claire et d'Henri. « Comment te sens-tu » demande Henri en s'asseyant près d'elle. Colette lui offre un sourire fatigué. « Mieux, grâce à vous. » François hoche la tête, mais quelque chose en lui est encore tendu. Il se tient droit, les bras croisés, l'air grave. L'hôpital est en pleine crise. Depuis que l'histoire a éclaté, ils tentent de rattraper leur image. Colette le regarde avec douceur. C'était inévitable. « Oui, mais est-ce suffisant ?» coupe Claire en s'avançant. Ils agissent sous la pression. Que se passera-t-il dans quelques mois, quand l'attention du public se tournera vers autre chose? Colette incline légèrement la tête. Elle sait que Claire a raison. Les hôpitaux ont l'habitude des scandales passagers. Une fois que l'histoire disparaîtra des médias, combien de patients seront à nouveau ignorés, méprisés? François s'assoit en face d'elle et prend sa main. « Maman, si tu veux que les choses changent, nous devons aller plus loin. » Colette le regarde avec curiosité. « Que proposes-tu » Il prend une inspiration. Un projet national, une réforme complète de la prise en charge des personnes âgées dans les hôpitaux. Henri acquiesce. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons des contacts au ministère de la Santé. Si nous utilisons ce scandale pour exiger des réformes, nous pouvons forcer l'État à agir. Colette les observe, touchée. Elle n'a jamais cherché le pouvoir, mais elle sait que sa famille a l'influence nécessaire pour imposer des changements concrets. Elle pose sa main sur celle de François et murmure « Faisons-le ». Et ainsi naît le projet Dufresne, un programme de surveillance et de formation des hôpitaux financé par la famille elle-même. Une initiative qui empêchera d'autres, Colette, de vivre la même souffrance. Dans le même temps, l'hôpital Saint-Louis est contraint d'adopter de nouvelles règles strictes. Des caméras sont installées aux urgences pour surveiller les comportements du personnel. Des formations obligatoires sur l'éthique et le respect des patients sont mises en place. Chaque plainte pour négligence sera désormais examinée avec sérieux. Le personnel, autrefois si arrogant, marche sur des œufs. Le docteur Arnaud, lui, a disparu. Suspendu, mis sous enquête, il a été exclu du système hospitalier en quelques jours. Il comprend désormais qu'il n'était pas aussi intouchable qu'il le croyait. Et Justine Moreau, la réceptionniste, elle regarde les nouvelles à
La télévision, assise sur son canapé, son téléphone coupé. Son nom a circulé dans la presse. Elle a été licenciée et aucune clinique ne veut l'embaucher. Personne ne veut d'une employée associée à un scandale national. Elle réalise trop tard que son mépris lui a coûté bien plus qu'un simple emploi. Pendant ce temps, à l'hôpital, Colette regarde par la fenêtre. Elle a survécu. Mais surtout, elle a changé le système. Quelques semaines plus tard, Colette Dufresne quitte enfin l'hôpital. Le jour de sa sortie, un petit groupe de journalistes attend discrètement à l'entrée, espérant un modèle, un dernier témoignage après le scandale qui a secoué tout le pays. Mais Colette ne cherche ni projecteur ni gloire. Elle voulait seulement la justice. Appuyée sur le bras de son fils François, elle avance lentement, plus forte que jamais. Chaque pas qu'elle fait hors de cet hôpital marque une victoire. Les changements qu'elle a initiés sont bien réels. Le projet Dufresne est officiellement lancé. Des hôpitaux à travers toute la France sont désormais contraints de revoir leur manière de traiter les patients les plus vulnérables. Le personnel médical est surveillé de plus près. Les patients âgés ont désormais des droits plus strictement appliqués. Les visages qu'elles croisent dans les couloirs ne sont plus les mêmes. Les regards méprisants ont disparu. Désormais, chaque infirmier, chaque médecin, chaque réceptionniste sait qu'un simple faux pas peut avoir des conséquences irréversibles. Le docteur Arnaud, quant à lui, a vu sa carrière s'effondrer. La suspension s'est transformée en un renvoi définitif, et plus aucun hôpital ne veut prendre le risque de l'embaucher. Il a été jugé inapte à exercer son métier. Justine Moreau, la réceptionniste, erre de petit boulot en petit boulot. Elle a appris à ses dépens qu'humilier quelqu'un peut parfois briser une vie, et que ce n'est pas toujours celle de la victime. L'hôpital Saint-Louis, autrefois indifférent aux souffrances de ses patients, est devenu un exemple de prise en charge respectueuse. Et tout cela parce qu'une petite dame en manteau usé n'a pas baissé les bras. De retour chez elle, dans sa maison entourée de jardins fleuris, Colette s'installe sous un arbre, un livre sur les genoux. Elle ferme les yeux un instant, profitant du vent doux sur son visage. Elle n'a jamais voulu de vengeance. Elle voulait que le monde change. Et elle y est parvenue.